La région de Belgorod, toujours sous tension. Ça fait aujourd'hui 15 jours que cette région frontalière avec l'Ukraine a été attaquée pour la première fois par deux unités anti-Kremlin. La Légion Liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes. Deux unités qui ont mené un nouveau raid hier. Et elles ont déjà fait des prisonniers russes. Leurs chefs ont proposé hier au gouverneur de Belgorod, vidéo à l'appui, de négocier leur échange. Peine perdue. Retour sur un appel qui n'a pas été honoré avec Hélène Bonnet. Des échanges de tirs entre soldats russes et milices russes pro-ukrainiennes infiltrées en Russie. Ces dernières semaines, ces paramilitaires opposés au pouvoir de Vladimir Poutine et à la guerre menée en Ukraine multiplient les sabotages et médiatisent leurs actions. Dans une vidéo publiée hier sur Telegram, ils ont revendiqué la capture de plusieurs soldats russes. Certains seraient blessés. Dans un autre enregistrement, le chef du corps des volontaires russes s'adresse directement au gouverneur de Belgorod pour lui proposer une rencontre. Je vous propose d'échanger ces prisonniers contre quelques minutes de communication avec vous dans l'église, sans armes et sans soldats. Si vous venez à l'église aujourd'hui, en signe de bonne volonté, comme il est d'usage de le dire dans votre pays, nous vous échangerons contre la possibilité de parler avec vous du sort de la Russie, de la guerre sanglante et inutile qui dure depuis 1 an et demi. Une offre acceptée par le gouverneur de Belgorod qui leur donne rendez-vous près de la frontière en fin d'après-midi. J'ai vu l'appel des scélérats, des meurtriers, des fascistes qui prétendent vouloir me rencontrer. Je propose une conversation sur les prisonniers de guerre. La seule chose qui m'empêche de négocier avec eux, ce sont nos hommes qui sont entre leurs mains. Peut-être sont-ils déjà morts. L'échange n'a semble-t-il jamais eu lieu. Les milices russes pro-ukrainiennes affirment que le gouverneur ne s'est pas présenté au rendez-vous. Ils disent avoir transféré les prisonniers à l'armée ukrainienne. Et ce qui se dit également, Magali Barthès, c'est que c'est Vladimir Poutine en personne qui aurait dit « Niet, je ne veux pas d'échange ». C'est Yapo Nomarev qui nous a rappelé ça hier sur notre antenne. Oui, parce que manifestement, c'est ce qu'on comprend, le gouverneur de Belgorod, lui, était plutôt d'accord pour aller justement à ce point de rendez-vous. Un gouverneur qui a eu d'ailleurs des prises de position assez critiques depuis le début, parce que lors de la première incursion, il s'est notamment inquiété publiquement du fait que cette frontière ne soit pas suffisamment défendue. Donc il était peut-être prêt en effet à aller rencontrer ces groupes de dissidents, et il a été recadré par le Kremlin, parce que chez Poutine évidemment on ne négocie pas avec ceux qui sont présentés comme des terroristes de toute manière. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ce qui sont des petits groupes, ils sont quelques dizaines, peut-être quelques centaines de ces paramilitaires, arrivent quand même à menacer directement l'armée russe, à prendre des prisonniers avec des techniques finalement qui s'apparentent presque à celles de guérilla. Oui, voilà, ou de guérilla en tous les cas. Et on voit cette armée russe qui en face quand même est assez désarmée, parce qu'on voit bien que depuis que les premières incursions ont eu lieu il y a une dizaine de jours, mais il y a quand même pas de réaction véritable le long de cette fameuse frontière. Malgré ce que disait le Kremlin, qui fin de semaine dernière disait on va réagir, on va envoyer des hommes. Florent Vadillo, ça vous surprend? Yapo Nomarev, le porte-parole de la Légion Liberté de la Russie, parlait de 1000 à 1200 hommes. Il disait hier la Légion compte 4 bataillons. Que ce petit groupe arrive à semer la zizanie là et à faire plier peut-être bientôt éventuellement le gouverneur qui hésite encore pour échanger ses prisonniers. C'est pas surprenant, parce que quand on est dans une stratégie de guérilla, par définition, on s'affranchit des règles habituelles du conflit. On est sur un territoire avec une frontière, un front en tout cas extrêmement ample à couvrir. Et donc il faudrait des moyens tout à fait colossaux pour arriver à maîtriser à la fois une situation militaire et un territoire avec une surveillance assez serrée pour arriver justement à repérer et à intervenir sur ces petits groupes. Donc en soi, c'est pas surprenant, même si depuis le début du conflit, on s'aperçoit qu'il y a quand même une très grande faiblesse de l'armée, une très grande faiblesse des forces spéciales et des forces d'intervention côté russe. Donc tout ça accrédite l'idée que l'appareil sécuritaire, l'appareil militaire russe est en difficulté sur la pluralité des fronts qui ont été ouverts, sécuritaires ou militaires. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a, en tout cas médiatiquement, peut-être, je vous laisserai la parole dans un instant, il y a un échec du Kremlin, des Russes, de Poutine. C'est-à-dire que là où ils auraient, à peu de prix et à peu d'hommes, pu montrer que l'armée régulière défendait le sol russe, ça fait plus de 10 jours, 15 jours, vous le disiez d'ailleurs, que ces incursions sont régulières et que rien ne se passe.
Alors rien ne se passe, on ne le sait pas. Enfin, plutôt il y a des échanges de coups de feu, donc il y a manifestement. Non, mais rien ne se passe. C'est-à-dire que l'armée russe n'arrive pas à repousser. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on est tout près de la frontière. Chez Bekino, c'est à 5 km de la frontière. C'est à 5 km de la frontière. L'autre lieu de l'action, Grévarion, excusez-moi pour la prononciation, est aussi à 10 km à tout casser de la frontière. Donc on est tout près de la frontière. Une frontière où il y a déjà eu des combats. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que c'est une frontière qui est réputée comme étant relativement fortifiée. C'est-à-dire que quand on regarde les cartes qui ont été diffusées sur les fortifications russes aux confins de l'Ukraine et les territoires actuellement occupés, eh bien, il y a en principe une ligne de défense à cet endroit-là. Force est de constater que les Russes pro-ukrainiens ont réussi à franchir cette ligne sans trop d'encombre et à pénétrer une vingtaine, peut-être même une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Il faut préciser que c'est un territoire qui est boisé, c'est pas par hasard, c'est pas une grande plaine libérée et ouverte au regard, c'est un territoire boisé, donc il est facile de s'y infiltrer et il est facile de s'y cacher. Donc ils ont pris des petites agglomérations, les Russes ont fait évacuer, ce qui est peut-être une erreur, l'agglomération la plus importante, et du coup les Russes pro-ukrainiens ont pu revendiquer sa libération. Bon, mais on reste dans de l'anecdote. Il s'agit de quelques centaines de combattants. Et effectivement, le problème, c'est que comme ils sont que quelques centaines, c'est très compliqué à attraper dans un tel milieu boisé et également avec plein de rivières, également avec très peu de routes. Donc, pour l'armée russe qui manœuvre toujours avec des moyens lourds, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de petits groupes de l'armée russe ou d'unités spéciales qui sont arrivés, ou antiterroristes, parce que Moscou a parlé de terrorisme la semaine dernière, qui sont arrivés sur place. D'autres disent, Allah Poedi, que tout cela se fait avec l'assentiment de Kiev et des Ukrainiens. D'après les informations que vous pouvez avoir, vous nous dites quoi? C'est-à-dire, quand on regarde la situation, il est évident que la Légion Liberté de Russie et aussi le RDK, le corps de volontaires russes, ils étaient sous la subordination de l'armée ukrainienne. Et c'est évident, parce qu'ils faisaient partie du corps en fait, de la Légion internationale ukrainienne. Ils se battaient à côté des Ukrainiens contre les Poutiniens en Ukraine. Donc après, j'ai entendu, on m'a expliqué qu'apparemment, au niveau des formalités, les contrats n'étaient pas reconduits, mais bon, peu importe la situation. Quand on regarde aujourd'hui, c'est que nous avons deux formations militaires, une qui est très aguerrie, très formée, ce RDK, qui se bat à côté des Ukrainiens depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, et avec un certain succès. Donc ce sont des vrais militaires qui connaissent très bien comment on fait la guerre. Et aussi la Légion Liberté de Russie qui s'est formée l'année dernière avec plutôt des sympathisants, pas sympathisants, mais surtout ceux qui sont contre le régime de Poutine et qui voulaient se battre aussi à côté des Ukrainiens pour libérer l'Ukraine contre l'armée russe. Donc aujourd'hui, nous avons ces deux formations qui ont avancé sur le territoire dans les dizaines de kilomètres, mais quand même, le résultat, ce que ça nous montre, c'est que vous m'avez posé la question s'il y a l'aval des Ukrainiens, mais c'est-à-dire les Ukrainiens ne peuvent pas interdire aux Russes d'aller sur le territoire russe pour combattre les Russes. Alors quand je vous dis, pardon, je reprécise, si vous êtes d'accord, ma question, puisqu'on parle, et on en parlera dans quelques instants, de contre-offensive, est-ce que c'était pas aussi une façon pour les Ukrainiens de fixer, alors le problème, c'est qu'elles tardent à arriver, les troupes russes, mais de fixer sur un autre terrain, en pensant contre-offensive, les troupes de Moscou. En tout cas, tout ce qui trouble le fonctionnement de la Russie, ça va très bien dans le sens des Ukrainiens. Là, c'est vraiment un grand trouble, parce que les Russes ne s'attendaient pas, malgré quand même 16 mois de la guerre. Il fallait se réveiller un peu et peut-être au moins renforcer les frontières. Ils n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, le territoire est dénué, il n'y a pas vraiment de combattants russes du côté de Poutine. La milice s'est sauvée. J'ai vu les dernières images vidéo qui est apparue avec une sorte de défense territoriale, mais on dirait les inconnus qui font le sketch des chasseurs, vous voyez, qui vont à la chasse. Donc c'est vraiment, il n'y a rien en face qui peut faire la défense. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Russes si aujourd'hui, par exemple, ils se disent tiens, on va envoyer les renforts pour repousser ces bandes, comme ils appellent les Russes opposants. Mais ils n'ont pas le temps.
parce que c'est le temps. Il faut organiser, les mobiliser, il faut trouver les trains, il faut les amener, il faut les positionner quelque part. C'est-à-dire que ça s'organise. C'est pas possible. Donc la seule chose qu'il leur reste, c'est de récupérer quelques bataillons ou quelques formations du front. Et ça, apparemment, c'est en cours. Il y a quelques milliers de soldats qui sont en train de venir du front de Bakhmout sur la région de Belgorod. D'autant, Anne, qu'ils ne seraient pas seuls à combattre. Et s'il y avait des renforts polonais dans les rangs de ces unités russes pro-Kiev? On se pose la question, Mathieu Karman, parce qu'on les aurait vus, c'est ce que vous nous dites, apparaître dans une vidéo. Eh bien, une vidéo semble montrer que oui, ils seraient allés à Grévoron, c'est à 100 km à l'ouest de Chebekino. Et cette vidéo, justement, la voici, elle date du 22 mai dernier. Et on voit des membres de cette milice tenant dans leurs mains un panneau de la poste russe. Voilà. C'est donc ce qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux. Et sur d'autres images, comme celle-ci par exemple, eh bien, on y voit des hommes en tenue militaire parlant polonais. Si on écoute le son, ils parlent polonais. Ils sont lourdement armés. Ils possèdent notamment des chars de combat et ils seraient dans la région de Belgorod. Et le RDK, l'une des milices présentes en Russie justement, eh bien, elle explique que le corps des volontaires polonais opère exclusivement à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Et hier soir, sur notre antenne, Ilya Ponomarev, le chef de la Légion de la Liberté de la Russie, nie la présence de ces hommes en Russie et il ne la souhaite pas. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis contre le fait que les militaires étrangers participent sur le territoire de Russie. Je pense que les Russes sont à même de gérer la situation seuls. C'est notre guerre et c'est notre devoir. Alors, sont-ils sur le sol russe? C'est la grande question. Eux-mêmes disent que la tâche principale de l'unité sera d'effectuer des tâches de reconnaissance et de combat de sabotage. Nous n'excluons pas non plus les actions en première ligne. Mathieu, que sait-on de ce groupe de combattants polonais ? On a cherché, on a trouvé plusieurs informations. C'est un groupe très récent. Plusieurs dates clés, justement, sont à retenir. La première, eh bien, c'est que le corps de volontaires polonais, le PNK, a fait son apparition sur Telegram le 22 février 2023. Et 2 jours plus tard, le 24 février, 1 an après le début de la guerre, eh bien, ils ont lancé un appel pour recruter de nouveaux volontaires souhaitant aider l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Et le 4 juin, hier donc, eh bien, ils ont annoncé que le recrutement était désormais terminé. Ils ont d'ailleurs posté 7 photos sur les réseaux sociaux avec 4 hommes camouflés arborant le drapeau de cette milice polonaise. Et dans l'un des messages publiés hier, eh bien, ils expliquent que chaque volontaire signe un contrat officiel avec le ministère de la Défense ukrainienne. Ils auraient d'ailleurs réalisé leur première opération le 10 mai dernier dans la région de Zaporijia. Merci beaucoup, Mathieu Karman. Amiral, ça serait explosif, ça, s'il y avait des combattants de l'OTAN qui seraient sur le sol russe? Alors, il faut bien faire la part des choses. Non, il faut faire la part des choses. Là, on parle d'individus de nationalité polonaise engagés par l'armée ukrainienne qui vont se battre en Russie. Donc, c'est exactement comme si vous prenez un légionnaire de la Légion étrangère en France qui serait de nationalité polonaise et qu'on le voit, je ne sais pas, se battre, par exemple, disons, au Mali, pour faire simple. Eh bien, s'il va au Mali, c'est bien un soldat français, sous pavillon français, et non plus un soldat polonais qui se bat au Mali pour la France. Et là, on est exactement pareil. Il s'agit de soldats polonais sous commandement ukrainien servant le drapeau ukrainien qui vont faire une reconnaissance en profondeur sur le territoire russe, si tant est que cette opération se soit déroulée, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les preuves ne sont pas pour le moment probantes. Je ne sais pas s'ils sont à l'intérieur de l'Ukraine ou à l'extérieur de la Russie. Il y en a partout sur le sol ukrainien, oui, mais sur le sol russe, donc ce n'est pas vraiment une preuve établie. Mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis l'endroit où il revendique d'avoir mené cette opération, il est à entre 5 et 10 km de la frontière ukrainienne. Donc on est bien dans ce qui a été dit, c'est une reconnaissance en profondeur du dispositif russe. Voilà, donc c'est tout, mais ça n'est certainement pas des soldats polonais sous drapeau polonais avec un gouvernement polonais derrière qui va envahir la Russie. Ils auraient parfaitement ça, c'est la propagande russe. Ça, c'est de la propagande russe. Alors ne faisons pas la propagande russe. C'est ça, il faut faire attention parce que tout ça va être évidemment exploité par Moscou pour dire, vous voyez bien, ce sont des hommes de l'OTAN qui nous attaquent. En effet, ce n'est pas le cas. Ça commence déjà avec les milices russes. Ce sont des nazis ex-russes qui combattent le Kremlin. Il est évident que tout cet épisode sert une partie du narratif de
du Kremlin. On voit que Ilya Ponomarev, là, celui qui dirige l'une de ces deux milices, d'ailleurs, est assez élevé et veut faire tout de suite cette mise au point. Il y a un autre débat aussi, c'est sur les armes qu'utilisent ces combattants, parce qu'il y a eu toute une enquête, notamment de la presse américaine ce week-end, qui explique que ces dissidents ont utilisé manifestement des véhicules américains, tchèques, et des armes à feu belges, à tel point que le Premier ministre belge a été obligé de réagir ce matin en disant attention, que les choses soient très très claires. Nous, les Occidentaux, nous fournissons des armes à l'Ukraine pour qu'elle se batte sur le territoire ukrainien et surtout pas pour qu'elle passe la frontière. Donc il va y avoir une mise au point très nette et les choses sont très claires du côté des Occidentaux. Ce que disait Magali à juste titre, c'est que le Kremlin s'en sert bien évidemment, puisque ça permettrait de mouiller les alliés de l'Ukraine et notamment les alliés européens. Oui, c'est toute cette stratégie ligne de crête que l'Ukraine utilise depuis déjà plusieurs semaines, qui est d'utiliser tous les moyens possibles pour affaiblir dans cette stratégie de guérilla, en faisant monter des milices, en fournissant des armes et des moyens. Et donc l'Ukraine joue là-dessus parce qu'à la fois ça permet d'affaiblir les forces russes, un peu comme des mouches qui tournent autour d'un âne, et ça permet aussi diplomatiquement d'obliger d'autres pays à se positionner. Ça force un peu les positions diplomatiques prudente. Je pense qu'il y a tout un jeu de tests pour savoir jusqu'où on peut aller diplomatiquement sur l'usage des armes, sur l'usage des véhicules. Et on voit que les pays alliés sont toujours obligés de rappeler les lignes rouges qu'ils ont fixées au pays. Mais c'est une stratégie qui, militairement, est intéressante puisqu'elle affaiblit les Russes, elle donne une image assez désastreuse. Et puis, diplomatiquement, ne met pas Zelensky véritablement en difficulté parce qu'on a vu lors des déplacements, il n'a jamais été mis en garde, il n'a jamais été sommé de contrôler ses effectifs un peu trublion qu'il a. Donc finalement, il a tout intérêt à continuer parce que c'est une carte gagnante sur tous les tableaux. On va partir dans cette région de Belgorod, plus précisément dans la ville de Chebekino. On vous le disait, à 5 km de la frontière avec l'Ukraine. LCI est l'un des rares médias occidentaux à avoir pu atteindre cette zone. Chebekino, ville désertée, encore récemment peuplée de 40 000 habitants. Nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud et Valentin Baudrov sont parmi donc ces premiers journalistes à avoir pu pénétrer cette ville de Chebekino. Regardez ce document exclusif qu'ils ont pu réaliser avec Elena Dabak. Ouais, nous sommes à l'intérieur de Chebekina, c'est une ville russe de 40 000 habitants aujourd'hui, totalement déserte. Regardez, les rues sont complètement vides. En fait, tout le monde a fui vers l'intérieur des terres, vers la capitale régionale Belgorod pour se mettre à l'abri. Toute cette zone a été bombardée assez intensément ces derniers jours. D'ailleurs, vous voyez encore les dégâts causés par les roquettes ou par les obus. La frontière ukrainienne est dans cette direction, à seulement 4 km. C'est très compliqué de venir jusqu'ici. La circulation d'ailleurs est interdite. Toute la région de Belgorod est soumise à un régime spécial qui donne davantage de pouvoir à la police. Et les seuls qui peuvent rouler en théorie, ce sont les militaires et les civils évacués. On a parlé d'ailleurs un petit peu avec ces civils pour avoir leurs sentiments. Devant notre caméra, beaucoup s'étonnent de voir leurs frontières si vulnérables, mais il n'y a pas encore de colère ou d'incompréhension. Au contraire, ces Russes nous disaient attendre que leur armée avance plus vite en Ukraine pour terminer cette guerre. Grand merci à Jérôme Garraud et Valentin Baudrov, que l'on retrouvera bien évidemment dans ce 12-15. Les villes frontalières, on vous l'a dit, sont désertées en milieu de semaine. D'ailleurs, le gouverneur de Belgorod d'ailleurs évoquait ses premières évacuations de civils, notamment d'enfants. On va revoir ces images. Des évacuations qui se font de façon assez désordonnée, ça c'est la première chose. Et on apprend ce matin, Sylvia Micon, que certaines auraient même été payantes, tarifées. Effectivement, ce sont des évacuations qui ont déjà démarré depuis plusieurs jours. Un appel avait été lancé le 30 mai et le 31 mai. Eh bien, 300 adolescents étaient déjà partis. Ce sont des enfants qui sont en priorité évacués. Et c'est le cas, par exemple, effectivement, dans la région de Chebekino. Selon Meduza, qui est un média russe indépendant, eh bien, cette évacuation n'est effectivement pas sans coût pour les habitants. Les autorités locales les auraient facturés 35 € par enfant. Des habitants qui témoignent sur les réseaux sociaux. Le V-Contact, c'est le Facebook russe, et voici ce qu'elle dit, notamment une habitante: Dieu merci, j'ai envoyé mes enfants dans un camp de la région de Voronezh hier. Qu'est-ce qu'il a fallu pour figurer sur cette liste? Ils ont promis que ce serait gratuit, puis à la dernière minute ils ont dit que je devais payer le transport, et elle ajoute, après, toujours sur ce même réseau social: je ne sais pas quel bureaucrate a profité de nous, mais peut-être que mon message lui fera honte et qu'ils ne profiteront pas des autres parents. Alors 70 € pour les 2 enfants. Cette habitante, elle n'est pas très contente, elle le fait savoir. C'est d'ailleurs repris par une chaîne Telegram qui
publie aussi des enfants, des photos d'enfants qui entrent dans des bus. Cette demande d'argent, elle a été aussi confirmée par d'autres résidents. Le chef de l'administration du district, eh bien, a dû se résoudre à communiquer sur V-Contact, justement. Et voilà ce qu'il dit. Une telle décision a été prise afin de ne pas emmener les enfants dans un bus scolaire sur une longue distance. Mais lorsque la chaîne Telegram l'a contacté pour avoir plus d'informations, eh bien, il a nié qu'il collectait de l'argent. Des problèmes ont également été signalés dans cette région de Belgorod, à l'université, où des hommes ont été relogés, Sylvia. Oui, et là, c'est Astra Press, un autre média indépendant, qui le révèle, en publiant des témoignages des étudiants qui se plaignent de harcèlement sexuel, d'ivresse, de tapage, vraisemblablement causé par des hommes qui ont été évacués de ces régions frontalières. L'alcool est normalement interdit sur les campus. Il s'avère qu'en ce moment, dit un étudiant, tout est permis dans le dortoir, boire, fumer et faire la fête. Des étudiants qui se plaignent de la passivité des services de sécurité devant effectivement un fort sentiment d'insécurité chez ces étudiants. Des hommes qui ont une espèce de laissez-passer. S'ils indiquent qu'ils viennent effectivement de chez Bekino, eh bien on les laisse tranquilles. Des étudiants qui se plaignent aussi d'avoir été délogés pour laisser de la place. Les affaires de ces étudiants ont été stockées dans des sacs poubelles. On voit d'ailleurs le témoignage d'une étudiante devant ces affaires qui sont stockées derrière elle. Des étudiants qui sont en danger et qui appellent à la constitution d'un groupe de défense sur le campus. Merci beaucoup Sylvia Amicone. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, Magali Barthez, vous vous souvenez, on était ensemble la semaine dernière avec ce micro-trottoir surréaliste dans les rues de Moscou où les Russes prenaient conscience que l'opération militaire spéciale n'était qu'un leurre et qu'il y avait une guerre. Là, les civils, les habitants qui sont interrogés se rendent compte de deux choses. Un, la guerre existe, et deux, personne ne vient les secourir. Oui, ils se retrouvent de facto en première ligne, alors qu'ils n'y étaient évidemment pas habitués. Et ce qui est frappant quand même dans les témoignages que relate Sylvia, c'est la désorganisation en face de la Russie pour prendre en charge ses enfants, ses étudiants, avec cet homme qui manifestement en profite pour faire payer les évacuations. Tout ça n'est certainement pas très rassurant pour ces civils qui sont sur cette zone frontalière et qu'on entendait déjà la semaine dernière, notamment dans le Moscow Times, se plaindre justement du manque de protection de cette frontière qu'ils pensaient quand même bien plus sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui en réalité. Les Russes. Oui, pardon, juste pour signaler que, en principe, ces municipalités-là, elles sont derrière la ligne de défense construite par l'armée russe. Sur les cartes que diffusées en particulier à la BBC, on voit qu'il y a des fortifications, en principe, entre la frontière et ces villes. Donc, manifestement, ces petits groupes sont rentrés comme dans du beurre. D'où une inquiétude qui monte, en effet, chez ces civils-là, quand même. Restez bien avec nous dans un instant, on se posera la question.